Cette vidéo est sponsorisée par Camps Yoga, un studio en ligne de yoga, avec une appli, etc., un code. Je vous mets des informations en description, mais je vous explique tout à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Il est l'un des noms les plus connus de la philosophie, et son œuvre exigeante et complexe est encore l'une des plus étudiées et discutées. Il a changé le visage de la pensée, au point qu'il compare sa révolution philosophique à celle qu'a apportée Copernic pour la Terre et le Soleil. Pourtant, sa vie est aussi méconnue que son nom est réputé. Aujourd'hui, je vous raconte la vraie vie d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant naît le 22 avril 1724 et c'est le 4e enfant de la famille des Kant. Ils vivent une vie plutôt tranquille dans la ville de Königsberg située en Prusse orientale et connue sous le nom de Kaliningrad dans la Russie actuelle. Le père d'Emmanuel est Johann Georg et c'est un sellier, c'est-à-dire qu'il fabrique des selles pour les chevaux. Alors ce n'est pas le business le plus rentable qui soit, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, donc le petit Emmanuel, il va grandir dans un milieu très modeste. Mais pourtant, il est vraiment heureux dans sa vie familiale et il écrira plus tard dans une lettre « Mes deux parents étaient parfaitement honnêtes. Ils ne m'ont pas laissé de richesse, mais je n'ai hérité d'aucune dette. De plus, ils m'ont donné une éducation qui n'aurait pu être meilleure du point de vue moral. À chaque fois que j'y repense, je suis pris du sentiment de la plus haute gratitude. » C'est très beau. Mais ce n'est pas une surprise, si vous suivez cette série de vidéos, les mini-philosophes goûtent très tôt au deuil, et malheureusement à ses 13 ans, Kant perd sa mère, Anna Regina. Alors c'est bien sûr un coup de poignard dans son développement, surtout que sa maman est une femme très éduquée pour l'époque. Elle éveillait son fils à la contemplation de la nature et du ciel, et Kant dira que c'est sa mère qui a déposé et fait croître les germes du bien en lui. La famille de Kant est religieuse, très fortement influencée par le piétisme. Alors ça veut pas dire qu'il se lève et qu'il piétine des trucs, ça n'a absolument rien à voir. C'est en fait un mouvement des églises protestantes d'Allemagne. C'était considéré comme une religion du cœur basée sur une expérience émotionnelle et intime de la foi. Kant a donc fréquenté des écoles piétistes dès son plus jeune âge et il s'est un peu construit contre cet enseignement. Lui, il pense qu'il faut mettre l'accent sur la raison et la logique plutôt que le sentiment et l'émotion. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans sa philosophie plus tard. Donc même si Kant a du respect pour les piétistes, il ne se retrouve pas dans la doctrine qu'ils veulent inculquer. Et pourtant, il leur doit quand même un petit peu sa carrière, parce que c'est eux qui vont directement remarquer son talent pour les matières intellectuelles et l'encourager à continuer dans cette voie. D'ailleurs, c'est lors de son entrée à l'université que sa vie va se mettre à changer. Il arrive à l'université de Königsberg en 1740, quand il a 16 ans. Il découvre enfin la liberté de mouvement et la liberté intellectuelle. C'est vraiment la révolution dans sa vie. C'est un peu comme dans les films où le mec un peu intello, il arrive à la première fête de l'université. Et en plus, le fait d'être universitaire, ça lui donne un statut à part, celui de citoyen académique. C'est un titre qui le rend administrativement relié à l'université avant même d'être affilié aux règles de la ville. Par exemple, il a le privilège de ne pas être appelé pour servir dans l'armée. Donc c'est aussi véritablement une promotion dans la hiérarchie sociale parce qu'il est rare qu'un fils d'artisan puisse s'élever au point de rejoindre la guilde académique. C'est aussi pendant ses débuts à l'université qu'on commence à avoir des détails sur le genre de personne qui était Kant. On sait déjà qu'il ne se battait pas. Il faut le préciser parce que c'était une occupation fréquente des étudiants dans l'Allemagne du XVIIIe siècle. Petit UFC entre deux cours de philosophie. Voilà. Kant fait preuve d'une grande discipline et devient rapidement un exemple pour les autres étudiants. Il donne même parfois des cours à certains en échange de biens considérés comme luxueux, comme du café ou du pain blanc. C'est aussi le genre de personne à l'apparence sérieuse, qui n'éclate pas de rire pour rien, d'après les témoignages, ou qui ne fait pas preuve d'une joie exagérée pour les choses. Après, c'est peut-être quelque chose qu'on peut relier à l'éducation religieuse qu'il a reçue durant son enfance. Mais il a quand même un grand plaisir dans sa vie, ce sont les boules. Les boules. De billard. Il adore jouer au billard. Et un de ses amis de l'université, Heilsberg, raconte même qu'au bout d'un certain temps, plus personne ne voulait jouer contre lui, simplement parce qu'il gagnait tout le temps. Kant est donc assez compétitif. Dans le fait de jouer, il ne cherche pas seulement le plaisir et l'excitation qu'apporte le jeu, mais il a aussi une vision un petit peu pécuniaire de la chose, parce qu'il sait que ça peut devenir une manière de gagner de l'argent. C'est aussi en ça qu'il s'oppose à son éducation piétiste, où les jeux de cartes sont considérés comme diaboliques. Il écrit par exemple que les jeux de cartes nous cultivent et nous apprennent à maîtriser nos émotions. Le genre d'adversaire que Patrick Bruel ne voudrait pas avoir au poker. Entre deux parties, Kant va quand même en cours, il est un élève très curieux, comme on l'imagine,
et il prend des cours de philosophie, évidemment, mais aussi de théologie, de mathématiques, de rhétorique ou encore de psychologie. Gros shopping intellectuel. Mais malheureusement, ça va pas continuer comme ça longtemps, et c'est un événement tragique qui va venir bousculer le cours paisible des choses. En 1744, Kant a 22 ans et son père tombe gravement malade. Kant devient responsable de la famille en tant que fils aîné et passe de plus en plus de temps à la maison, ce qui réduit beaucoup le temps qu'il passait à étudier. Alors, petite précision, j'ai dit qu'il était le 4e enfant, et là je dis qu'il est le fils aîné. C'est tout simplement, c'est triste, parce que les enfants avant lui sont décédés. Voilà. Allez, 2 ans plus tard, son père meurt. Kant va encore passer 2 ans, jusqu'en 1748, à s'occuper des pénibles tâches administratives qui viennent avec le deuil, vendre les équipements et outils de son père et s'assurer que ses frères et sœurs retrouvent une routine convenable. C'est aussi le moment où il achève ses études et doit rapidement trouver un job parce qu'il fait face à des difficultés financières. Son réseau LinkedIn se met rapidement en œuvre et il trouve une place en tant que professeur privé, Hofmeister. C'est la première fois qu'il quitte sa ville natale de Königsberg, mais c'est pour aller vraiment juste à côté, donc c'est un envol très relatif. Et d'ailleurs, le trajet le plus lointain qu'il fera par rapport à Königsberg dans toute sa vie, c'est environ à 96 km. Vraiment, c'était pas son délire d'explorer la map. Si vous voulez voir 96 km, je sais pas, à l'échelle de Paris par exemple, ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est vraiment pas loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais écrit dans le rap philo à l'époque, parce que si vous ne savez pas, avec PV Nova, on a fait un rap philo, qui était notamment pour réviser le bac de philosophie. Et dedans, j'ai rappé ça. J'ai vécu à Königsberg, là-bas, été comme hiver, quand on ne sort pas car quand il se perd. C'est donc par rapport au fait qu'il ne sortait pas, ou très peu, de Königsberg. Il devient donc Hofmeister, et à l'époque, ce n'est pas mieux vu socialement qu'être domestique, par exemple. Donc pour le coup, il ne fait pas une entrée fracassante dans le monde du travail. Et surtout, Kant n'est pas très à l'aise avec le fait d'être prof particulier, et il se considère comme médiocre dans cet exercice. Mais c'est probablement un peu de la fausse modestie, parce que les familles qu'il emploie le tiennent en haute estime. En même temps, eux, ils savent pas, mais ils font appel à un des plus grands philosophes de l'histoire. T'imagines? Genre, t'as l'un des plus grands philosophes de l'histoire qui vient apprendre 2-3 trucs vite fait à ton gosse. Incroyable, je trouve ça incroyable. Grâce à ce travail alimentaire et à force de fréquenter des familles aisées, Kant va développer ses compétences de vie en société et de bonne manière. Et en plus, il va pouvoir prendre du temps pour continuer à étudier, et c'est pendant cette période qu'il commence à sérieusement conceptualiser les ébauches de sa philosophie. Alors ça va être une grosse part dans le gâteau de sa vie, puisqu'il exerce en tant que Hofmeister pendant 6 ans, avant de revenir à Königsberg pour réintégrer l'université. C'est à ce moment-là qu'il va écrire un de ses premiers ouvrages très méconnus et pourtant très original, sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant, Théorie du ciel. En gros, c'est un livre où Kant parle de sa croyance dans l'existence des extraterrestres. Il développe une idée selon laquelle plus les extraterrestres sont éloignés du Soleil et plus ce sont des êtres raffinés. Il voit aussi les ovnis comme une entité utile à l'être humain, où on peut se définir grâce à eux en se comparant et en se différenciant en tant qu'espèce. Et ils sont aussi un ennemi commun potentiel qui nous fait prendre conscience de la futilité de s'entretuer. Alors c'est marrant parce que c'est exactement ce que dit Ronald Reagan, le président américain, en 1987, puisqu'il dit « Peut-être avons-nous besoin de quelques menaces extérieures, universelles, pour nous amener à reconnaître ce lien commun. Je pense parfois à la vitesse avec laquelle nos différences de par le monde s'évanouiraient si nous faisions face à une menace extraterrestre. » Très juste. Peut-être avait-il lu Kant. Je ne sais pas. Alors en plus d'avoir la tête dans les étoiles, Kant passe l'équivalent de son doctorat à l'université grâce à son oncle Richter qui assure le paiement des frais nécessaires. Kant commence à développer une réputation brillante, même dans les plus hautes strates académiques, et des professeurs demandent qu'on leur envoie sa dissertation parce qu'ils considèrent l'étudiant comme un excellent cerveau. Le genre de compliment qui fait plaisir, voilà, on va pas se mentir. Grâce à ça, Kant peut désormais donner des cours à l'université, mais il a le titre de Privatdozent. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas de salaire directement et il est payé parce que les étudiants, en fait, veulent bien lui donner, quoi. Les étudiants qui fréquentent ses cours. Donc, Kant fait un cumul des mandats académiques pour gagner sa vie. Il donne cours sur la logique, la métaphysique, les maths et même la géographie. Voilà. Le mec fait toutes les matières, il manque peut-être juste le PS, mais sinon il est beaucoup trop chaud. Donc il y a énormément d'étudiants qui suivent ses cours, et quand ils rentrent en classe, Kant leur fait la promesse suivante: de moi, vous n'apprendrez pas la philosophie, mais à philosopher. Vous n'apprendrez pas des pensées pour les répéter, mais pour les réfléchir. Alors j'avoue, si mon prof me sort une telle punchline quand j'arrive en cours, à tout moment à la sortie, je glisse un petit billet dans le chapeau.
C'est sûr. Kant se développe intellectuellement, mais aussi socialement, et c'est dans cette période qu'il devient une personne élégante, qui travaille beaucoup son style vestimentaire. Il dit par exemple qu'il faut s'habiller en suivant les couleurs des fleurs, parce que la nature ne crée rien qui ne soit pas agréable à l'œil. Les couleurs qu'elles assemblent vont toujours précisément ensemble. J'aime beaucoup l'approche. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur lui physiquement, il était assez petit, puisqu'il faisait 1,57 m, et il avait beaucoup d'allergies. Par exemple, l'encre fraîchement imprimée sur les journaux lui donnait des crises d'éternuement. Voilà. Petite anecdote. Alors peut-être que vous vous demandez si ça l'empêche d'avoir une vie sentimentale. Peut-être que vous y avez même pas pensé. Mais je vais quand même y répondre. Kant s'est jamais marié, et on est même presque certain qu'il est mort vierge. Voilà. D'où la suite des paroles dans le rap philo. Toujours solo, jamais je sers. Voilà. Alors, il a pourtant eu des contacts avec des femmes qu'il aurait été susceptible de demander en mariage, etc. Mais lors de sa jeunesse, il se trouvait trop fébrile financièrement pour assumer un tel acte. Et par la suite, il a fait preuve d'un désintérêt grandissant pour la gente féminine. À noter que c'est pas une circonstance exceptionnelle pour des académiques dans l'Allemagne du XVIIIe siècle. Il y en avait plusieurs qui finissaient leur vie seuls à cause des contraintes économiques de la vie universitaire. Pour autant, ça n'empêche pas Kant d'être une figure connue et appréciée dans la vie sociale de Königsberg. Et j'ai envie de dire heureusement. Parce que le mec, il passe sa vie, quoi, clairement. Voilà. Alors c'est aussi une période un peu charnière, puisque Kant sort beaucoup, il joue aux cartes, il rentre tard, il adore le vin et il déteste la bière. D'ailleurs, quand il apprenait qu'une personne était décédée de manière précoce, il demandait toujours « Est-ce qu'il buvait de la bière ?» Je trouve ça trop marrant. Voilà. Donc si vous perdiez un proche, fallait pas en parler à Kant. C'est pas le meilleur plan pour être consolé. Bref, il a une vie assez mouvementée, mine de rien, et même s'il est promis à un avenir brillant de philosophe, quelques proches commencent à se demander si c'est une promesse que Kant a les capacités de réaliser. À partir de ce moment-là, au début de sa quarantaine, Kant va prendre la chose au sérieux et se mettre réellement au travail. C'est un moment de sa vie où il ne se passe plus grand-chose en termes d'événements. Il continue à donner des cours en tant que Privatdozent et va même refuser un poste de professeur de poésie à Berlin, bien que ce soit une offre prestigieuse et plus avantageuse financièrement qu'être payé par ses étudiants. Mais Kant ne souhaite pas quitter sa ville natale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il apprécie beaucoup son cercle social. Il mange toujours au restaurant avec ses amis le soir, et quand personne du groupe n'est dispo, il se lie d'amitié avec des gens de classes sociales différentes pour manger avec eux et apprendre quelque chose qu'il ne sait pas. En plus, il est très attaché à sa routine, et c'est quelque chose pour laquelle Kant est un peu rentré dans la légende. C'est-à-dire que c'est vraiment millimétré, il s'endort toujours enroulé comme une momie autour de sa couette. Il demande à son serviteur, Martin Lampe, c'est pas une vanne, il s'appelle vraiment Martin Lampe, parce que je trouve trop marrant. J'avoue, je trouve ça drôle, ça me fait penser à La Belle et la Bête. J'imagine une lampe, quoi, qui est son serviteur, enfin bref. C'est pas le sujet. Il demande à Martin Lampe, son serviteur, de le réveiller à 5h du mat en criant d'une voix militaire « Monsieur le professeur, il est l'heure !» Voilà, c'est un peu rude, mais j'imagine que ça doit être plus agréable que le réveil, le réveil du téléphone. Et ensuite, Kant travaille, et quand il doit sortir, il met son chapeau à 7h50, il prend sa canne à 7h55, et il passe la porte tout pile pour le premier coup de l'église qui sonne à 8h. Et la légende raconte même que les habitants de la ville avaient l'habitude de régler leur montre sur le passage de Kant, tellement il était minutieux. Et il serait sorti de ce planning 2 fois, une fois pour aller acheter un livre de Rousseau, et l'autre pour aller chercher le journal après l'annonce de la Révolution française. Voilà, c'est tout. Sinon, c'était millimétré, quoi. Donc ça révèle un petit peu un caractère obsessionnel, et ça tombe bien, parce que ça nous permet d'aborder la dernière raison pour laquelle Kant n'a pas voulu quitter sa ville. C'est une autre obsession qui va le suivre toute sa vie, c'est sa santé. Il est de constitution assez fragile, on l'a vu avec ses allergies, etc. Mais en plus, il est très anxieux vis-à-vis du fait de tomber malade. Il est hypocondriaque. Donc il ne veut pas prendre le moindre risque qui pourrait endommager son état, ce qui le conduit à ne pas voyager ni à changer d'environnement. Il écrit lui-même, pour résumer cette stabilité, « J'ai obtenu tout ce que je souhaitais, à savoir une situation paisible qui correspond exactement à mes besoins, tour à tour occupé par le travail, la spéculation et la société, où mon esprit facilement affecté, mais par ailleurs insouciant, et mon corps encore plus capricieux, qui n'est cependant jamais malade, seront occupés sans contrainte. Tout changement m'angoisse, même s'il semble contribuer grandement à l'amélioration de ma situation. » Depuis cette petite vie bien huilée, Kant va donner naissance à un ouvrage qui va devenir essentiel dans le monde de la philosophie, c'est la critique de la raison pure. Ça sort en 1781, quand il a 57 ans, et sur lequel il aura travaillé pendant près d'une dizaine d'années.
Alors c'est un livre qui marque un tournant, au même titre que, par exemple, Discours de la méthode de Descartes, et Kant sera déçu de voir que c'est un ouvrage qui ne va pas être tout de suite compris. En même temps, je suis pas surpris perso. Vu le langage qu'il utilise, c'est très très complexe, et les idées sont exigeantes, donc voilà, il n'a pas rendu la chose accessible. Pour essayer de résumer vite fait le propos, et ce que c'est, Kant veut répondre à une question existentielle, c'est que pouvons-nous savoir et comment pouvons-nous le savoir? Il fait alors une distinction entre les apparences ou phénomènes et la réalité tangible ou les noumènes. Selon lui, notre connaissance est limitée aux phénomènes parce qu'on ne peut pas connaître la réalité ultime de manière directe. Parce que forcément, notre esprit interprète toutes nos expériences à travers des filtres, comme par exemple l'espace et le temps. Alors là où Kant est original, c'est qu'il va plus loin que le rationalisme de Descartes, qui disait que la raison est notre principale source de connaissance, et que l'empirisme de Hume ou John Locke, qui mettait l'accent sur l'expérience sensorielle. Kant fait une sorte de synthèse en disant que notre esprit recueille des données sensorielles, donc empirisme, mais qu'il les organise et les interprète à travers des catégories qui existent en nous a priori, donc rationalisme. Par exemple, quand on voit un espace, son organisation en hauteur, largeur, longueur, c'est une structure fondamentale innée, et on vit notre expérience sensorielle selon cette catégorisation. Alors, il y a évidemment plein d'autres aspects, mais pour résumer l'impact de ce qu'on vient de dire maintenant, on peut citer le professeur André Berthen qui écrit que « On peut dire que toute la philosophie des sciences aujourd'hui s'appuie sur une thèse kantienne. Kant, en effet, a soutenu contre toute la métaphysique traditionnelle que notre connaissance du monde était une connaissance phénoménale, c'est-à-dire que nous ne pouvions connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais seulement comme elles nous apparaissent, avec une sensibilité et un entendement proprement humain, c'est-à-dire limité, très propre. » Alors en parallèle de sa révolution philosophique, Kant obtient également entre-temps un poste de professeur attitré à l'université et devient désormais une figure bien installée dans le paysage intellectuel et peut enfin s'acheter une maison à 59 ans. Il s'élève même dans la hiérarchie au point d'être choisi comme doyen à plusieurs reprises au sein de l'université. Kant commence doucement à prendre de l'âge et rédige plusieurs autres ouvrages comme Critique de la raison pratique ou Critique de la faculté de juger. Voilà. Le mec aime bien critiquer puisque ce triptyque fait environ 1500 pages. Voilà, tout simplement. C'est un beau bébé. Alors, hormis la philosophie, il y a plein d'autres choses qu'il critique. Par exemple, petite anecdote. Alors, maintenant qu'il a sa maison, il pique une crise parce qu'il entend quelqu'un qui chante depuis la prison située pas très loin. Et il va même jusqu'à demander au maire d'agir pour que les prisonniers ferment leurs fenêtres avant de chanter. Voilà. Il est aussi obsédé par l'idée de mourir le plus vieux, ce que je trouve... c'est assez insolite. Donc, il a une liste de gens âgés dans la ville et raye les noms au fur et à mesure des décès en se disant avec satisfaction qu'il avance. Genre... en mode « Ah, c'est bientôt moi, le plus vieux de la ville et tout. » Très chelou. Un Death Note inversé, un peu. Très bizarre. Pourquoi pas, Après, chacun ses hobbies. Mais ça montre que, voilà, révolutionner la philosophie, ça n'implique pas de pouvoir échapper au temps qui passe. Kant continue d'écrire, mais au fur et à mesure, sa mémoire se décompose de plus en plus. Il y a Wassianski, son secrétaire, qui a cette formule cruelle « Kant, le grand penseur, s'est arrêté de penser ». Et c'est d'ailleurs Wassianski qui va prendre la décision de virer Martin Lampe parce qu'il pense que Kant a besoin d'une personne plus fiable. Et 40 ans de compagnie commune plus tard, Kant, rongé par ses problèmes de mémoire, s'étonne de ne plus voir son fidèle valet et il écrit donc cette note très paradoxale qu'il dépose sur sa table de nuit « Oubliez Lampe ». Je pense plutôt que c'est le meilleur moyen de s'en souvenir. C'est pas la meilleure stratégie, Emmanuel. Après une longue décennie de déclin, le philosophe des Lumières s'éteint à 79 ans, en 1804. Ses tout derniers mots sont « c'est bien ». Voilà, belle manière de tirer le rideau sur un philosophe à la vie simple et plutôt touchante, quand on imagine le nombre de journées exactement similaires qu'il a passées dans sa ville de Königsberg, entre ses cours et ses livres, ou avant sa fièvre philosophique, entre les tables de billard et les verres de vin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant qu'on débriefe sur tout ça, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo. Par contre, est-ce que Kant pratiquait l'autograndissement comme ça ? Une pratique de yoga. Et alors ça, je suis pas sûr. Parce qu'il n'avait pas Kams Yoga, le partenaire de cette vidéo. Écoutez, je suis trop content qu'on ait ce partenaire pour cette vidéo. Kams Yoga, c'est un studio de yoga en ligne qui a été fondé par Camille et Morgane. Camille, en fait, elle est prof de yoga. Et pendant le confinement, elle a commencé à faire des lives tous les jours. Et en fait, ça s'est transformé en projet avec Morgane, son copain.
qui, lui, est dans la partie plus geek, en gros, de l'app. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça déjà trop cool de monter un projet comme ça à deux. Il n'y a pas que Camille, hein, il y a une douzaine de professeurs certifiés. Je crois que ce que je suis en train de faire, ça s'appelle le Sphinx. Très important sur l'appli, il y a un mode hors connexion. Donc ça, je trouve ça trop cool, parce qu'en fait, quand on fait ce genre d'activité, on aime bien être déconnecté. C'est un peu relou de suivre sa vidéo de yoga et d'avoir une notif de Jean-Jacques pour la réunion de ce soir, là. Il y a des playlists, genre des listes de vidéos, genre par exemple, vidéos débutantes. Et on peut donc se créer ses propres playlists, ou même plus simple, les ajouter directement à un calendrier. Comme ça, on se crée son calendrier de yoga. Et donc ses cours de yoga, etc. Autre point important de l'appli, c'est juste la communauté, parce qu'en fait on peut laisser des commentaires, etc. Et je vous assure, la communauté elle est tellement bienveillante, les gens ils sont tellement gentils, il y a une telle douceur en fait qui se dégage des commentaires des gens, que rien que j'étais là sur l'appli en train de lire les commentaires, rien que ça m'a détendu. Ça respire la bienveillance en fait, Camps Yoga. Voilà. Et c'est pour ça que ça me fait trop plaisir de parler d'eux. Alors là, vous vous demandez forcément, mais attends. En fait, j'ai trop envie de m'inscrire à Camps Yoga. Comment ça marche? C'est un abonnement sur une appli, etc. Mais, je vous connais. Vous avez peut-être envie d'essayer un petit peu avant de vous abonner vraiment, etc. Normalement, c'est 7 jours d'essai gratuit. Mais avec le code, je leur ai demandé un code. Chien tête en bas. Voilà. Parce que ça me fait rire. Avec le code chien tête en bas, le premier mois, il est à 1 euro. Voilà, comme ça, vous pouvez tester à travers un mois, etc. Parce que les trucs d'essai gratuits, etc., si c'est trop court, franchement, c'est difficile de vraiment l'intégrer dans une pratique. Là, un mois, c'est assez long. Pour 1 euro, franchement, on est bien. Vous aurez accès à 600 vidéos de 10 à 90 minutes. Comme ça, ça couvre n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez regarder. Là, par exemple, en ce moment, à la une, c'est se détendre le dos. Se soulager le dos, je crois. Qui n'a pas envie de ça? Et pour le côté Yoga Family Plus, il y a 2 lives par semaine. Voilà, comme ça, on se motive tous ensemble, on progresse tous ensemble et tout, quoi. Vraiment, j'ai aucune flexibilité, quoi. Merci à Camps Yoga de m'avoir fait confiance. N'hésitez pas à y aller, à télécharger l'appli iOS, Android. Le code, je le remets ci-dessous. Chien tête en bas. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Voilà. Toutes les infos sont en bas. Allez-y. Je vous embrasse très fort. Love, peace. Ciao.